Qu'ils soient prédictifs, de surveillance, d'orientation ou encore de recommandation, les algorithmes sont au centre des enjeux technologiques, économiques et éthiques de notre société. Mais ils sont également au cœur des enjeux des entreprises et notamment des entreprises du secteur de la sécurité, comme va nous l'expliquer monsieur Alain Bensoussan. À ses yeux, pour garantir un environnement numérique sûr et transparent, encore faut-il s'approprier les technologies algorithmiques et en comprendre les rouages, préalables nécessaires pour qui prétend comprendre et s'interroger sur les usages éthiques de l'IA. C'est l'objet de ce podcast, comprendre les algorithmes, leur grande famille et leurs usages, les principales questions soulevées, intelligibilité, l'explicabilité, transparence, biais, intégrité des données, fiabilité, protection de la vie privée, etc. Mais aussi le cadre juridique applicable ou naissant. Alain Bensoussan, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier chez Lexing Éditions Algorithmes et droit. Pour commencer, qu'est-ce qu'un algorithme et quels en sont les principaux usages dans notre vie quotidienne et quels sont les enjeux qu'il soulève? Un algorithme, c'est une suite fermée d'opérations qui vont permettre d'atteindre un résultat sans avoir à le démontrer. C'est un nouveau paradigme. L'algorithme est une des clés de l'intelligence artificielle. Et donc, aujourd'hui, il y a de très nombreux algorithmes. Dans cette période très particulière de développement de l'intelligence artificielle, les algorithmes, il faut les conjuguer, les malaxer avec des données. Et en fait, des algorithmes et des données vont créer une intelligence artificielle. Un peu comme une chanson, lorsqu'on la conjugue avec des textes et de la musique. Le texte n'est pas une chanson, la musique n'est pas la chanson. La réunion des deux donne un nouvel être émotionnel. Et bien de la même manière, les algorithmes et les données vont donner un être nouveau, un objet nouveau, qui est celui de l'intelligence artificielle, le monde de demain, déjà en opération. Et en préparant ce podcast, vous nous avez cité deux exemples algorithmiques d'actualité qui parlent au grand public. D'une part, l'algorithme de Parcoursup, car il touche toutes les familles ou presque. D'autre part, par les drones de surveillance augmentée dans le cadre des JO de Paris 2024. Selon vous, ils fournissent des éléments de compréhension de ce que sera demain le droit des algorithmes ? Oui, les algorithmes sont sortis des laboratoires et sont généralisés. On les trouve dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les usines. Parcoursup est intéressant parce que tous ceux qui ont un adolescent qui va passer le bac, il va falloir s'inscrire sur Parcoursup. Et Parcoursup a la volonté de créer un équilibre entre les désirs des futurs bacheliers et leur potentialité et leur diplôme, bien sûr. C'est quelque part un élément extrêmement important pour leur vie future. L'algorithme va marier des parcours d'éducation avec des souhaits de diplôme. Parcoursup, c'est déjà le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Le monde de demain parce que de plus en plus, on va être géré par des algorithmes. Ce qui est intéressant aussi dans Parcoursup, c'est qu'il y a un code qui a été publié permettant une transparence, une autorité de régulation, et puis aujourd'hui des conseillers en Parcoursup qui vont permettre aux parents et bien évidemment à leurs enfants de faire les bons choix. Si on se rapproche encore plus près maintenant de l'actualité, les JO de 2024, un article 7 fait débat. Des algorithmes qui vont en temps réel détecter les comportements anormaux à partir de l'ensemble des enregistrements dans les vidéoprotections. Vidéoprotection dans les trains, sur des drones ou sur d'autres utilisations, des voitures par exemple. Bien évidemment, toute la vidéoprotection que l'on trouve dans la rue ou dans les avenues. C'est là aussi un nouveau monde parce qu'on va passer vers une société de surveillance intelligente. Dans le cas des JO de 2024, on voit bien l'enjeu de sécurité, mais il ne faut pas oublier aussi l'enjeu de liberté. Il va falloir combiner sécurité et liberté. Les algorithmes, par leur transparence, par les modalités effectivement d'utilisation, seront sûrement un des éléments pour définir dans une démocratie électronique ce point d'équilibre que nous avons besoin pour, par exemple, tous profiter tranquillement des JO 2024. Pensez-vous qu'une fois adoptés ces types d'algorithmes, on puisse revenir en arrière sur leur usage ? C'est d'ailleurs la principale peur agitée par les opposants au projet de loi olympique et ses caméras avec l'algorithme.
Pour l'instant, nous sommes dans une période d'expérimentation, dans un moment extrêmement important que sont les JO 2024. Mais si ça marche, si effectivement il n'y a pas trop d'erreurs, c'est-à-dire de comportements qui étaient normaux, qui ont été désignés anormaux, ou de comportements anormaux qui ont été désignés normaux. Vous savez que la problématique des algorithmes, c'est de trouver le point d'équilibre entre les vrais qui sont faux et les faux qui sont vrais. Pourquoi y renoncer ? Non, il faut sûrement trouver des équilibres. Permettez-moi de vous souligner un des éléments des équilibres. La vidéoprotection, outil bien évidemment de surveillance, mais outil de sécurité. Alors, si tout le monde est sous caméra, quid de la vie privée lorsqu'on est en extérieur ? Lorsqu'on est en extérieur, on n'est pas en vie publique, on est vraiment en vie privée. Chacun a le droit de pouvoir marcher tranquillement dans la rue avec quiconque de ses amis ou d'autres relations sans que on puisse pointer du doigt « je vous ai vu et je vous ai enregistré ». L'équilibre entre sécurité et protection et vie privée, c'est un délai de 1 mois. On a considéré que si la victime ne portait pas plainte dans un délai de 1 mois maximum, alors les images de vidéosurveillance et de vidéoprotection devaient être supprimées. Faut-il un délai plus long ou un délai plus court ? Mais vous voyez bien, c'est un équilibre. Et pour moi, on verra ce que donne l'expérimentation. Mais je pense qu'on devra apprendre à vivre avec ces algorithmes intelligents au service de la démocratie en trouvant les points d'équilibre entre sécurité, liberté et peut-être aussi dignité. Et existe-t-il déjà un cadre juridique propre aux algorithmes ? Alors, il n'existe aucun cadre juridique particulier aux algorithmes. Les algorithmes sont au cœur de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est au cœur de nos démocraties et pourtant c'est un objet juridique en devenir. Alors il existe un droit des algorithmes au sens de l'utilisation des algorithmes. Ces algorithmes doivent être sur des plateformes utilisées de manière transparente, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'ils font et avec loyauté. Les décisions automatisées par algorithme ne sont pas possibles dans le domaine judiciaire. Il est possible de prendre des décisions administratives ou privées avec des algorithmes sous certaines conditions de transparence, de loyauté et d'information avec un droit d'opposition. Mais sur l'algorithme en lui-même, un peu comme on dirait une chanson, un opéra ou un tableau, il n'existe pas encore réellement de droit des algorithmes. Il est temps de le créer. On connaît l'usage qui, en effet, aujourd'hui, fait dans nos vies quotidiennes, mais en quoi sont-ils au cœur des enjeux des entreprises ? De plus en plus, les algorithmes vont faire une partie du travail des humains. Le monde de demain, c'est pas intelligence artificielle ou robotique et donc algorithmie contre les humains ou des humains contre les algorithmes. Le monde de demain, c'est la mixité, où chacun d'entre nous devra trouver le bon équilibre pour utiliser toute la puissance d'un humain et toute la puissance d'un algorithme. Et à partir de cela, il y a des risques, bien évidemment, des risques de fracture intelligente, des risques d'augmenter la fracture digitale, des risques de chômage. Et donc, dans la vie de tous les jours, il faut acclimater les algorithmes pour qu'ils soient au service des humains et non pas à l'encontre des services réalisés par les humains. Et venons-en maintenant aux applications algorithmiques propres au secteur de la sécurité. Vous distinguez 4 familles d'algorithmes dans ce domaine. Les algorithmes de surveillance, notamment de gestion des alertes par le biais d'algorithmes de machine learning. Les algorithmes de protection, lutte contre les virus avec la question de la responsabilité de ces algorithmes en cas de cyberattaque. Les algorithmes de vidéoprotection par algorithmie. Les algorithmes sur le terrain des opérations militaires. Pouvez-vous nous les présenter et les détailler ? La réglementation qui va arriver, la réglementation sur les systèmes d'intelligence artificielle, qui est le nouveau règlement qui est en cours de discussion entre le Parlement et la Commission, définit les algorithmes de sécurité comme des composants de sécurité ou des algorithmes qui sont à l'intérieur de composants de sécurité, par exemple sur un bateau, sur un ascenseur, sur des avions. Ces algorithmes sont au cœur des risques vis-à-vis des personnes, des risques vis-à-vis de la santé, voire même des risques vis-à-vis des valeurs de l'Union. Et de ce fait, on ne peut pas laisser ces algorithmes qui gèrent de la sécurité sans avoir un droit particulier à la sécurité. La sécurité, elle avait été pensée, bien évidemment, à propos des équipements produits. Elle a été étendue aux services et aujourd'hui, il faut qu'on prenne en compte le fait que beaucoup de ces produits et de ces services reposent sur des algorithmes.
premier grand cadre juridique qui est pour l'année prochaine. Le deuxième élément, c'est les algorithmes de protection. Les virus sont nombreux dans les systèmes informatiques. Ils avaient une certaine signature. Et lorsqu'on reconnaissait cette signature, on savait qu'il y avait un virus. Aujourd'hui, la nouvelle technologie pour lutter contre les virus n'est pas uniquement une signature, parce que le problème, c'est que pour pouvoir détecter une signature, il fallait détecter le virus pour pouvoir avoir la signature qui permettrait de détecter les autres qui sont conformes à cette signature. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle logique d'intelligence artificielle où les antivirus de type algorithmique vont chercher le comportement anormal introduit par le virus. Et c'est ce comportement anormal qui va permettre de détecter l'existence d'un virus et de lutter contre lui. On n'attend pas son entrée pour repérer sa signature, on essaye de détecter ses effets pour l'éradiquer. Troisième élément, la vidéoprotection par algorithme. C'est l'enjeu de démocratie. On la retrouve déjà en Chine. On va la voir en expérimentation, comme je le disais en première partie pour les JO. Détecter les personnes au fur et à mesure de leur évolution dans la voie publique, c'est dangereux. Rechercher des comportements anormaux suppose qu'on se mette d'accord sur la notion d'anomalie de comportement. Mais dans tous les cas de figure, il y a trop de dangers en termes de sécurité pour se passer de ces nouveaux outils. Et il faudra définir une réglementation. Enfin, sur le terrain militaire, c'est aussi le monde de demain, c'est souvent le monde d'aujourd'hui au niveau militaire, où ces avancées sont ensuite passées dans le monde civil. Les guerres sont des guerres de position, et dans ces positions-là, l'assistance du commandement et l'assistance même des fantassins sur le terrain est aidé par des satellites, par des systèmes de reconnaissance du terrain et aussi par des algorithmes qui permettent d'anticiper le comportement de la partie adverse. Et sommes-nous, pour tous ces algorithmes, en présence de systèmes à haut risque ? Et qu'est-ce que cela implique en termes juridiques et notamment de responsabilité pour les prestataires de sécurité ? Alors, pour les prestataires de sécurité, ils vont avoir 3 grandes catégories d'obligations. La première, c'est que tous les algorithmes de sécurité, tous les systèmes d'intelligence artificielle de sécurité vont être recensés dans une grande base de données. Pourquoi dans une grande base de données européenne ? Parce qu'il y a tout lieu d'anticiper que lorsqu'un algorithme de sécurité, dans un produit de sécurité qui est fortement diffusé, il va y avoir des comportements sériels et il faut que l'on puisse intervenir. De plus, ces algorithmes, il faut pouvoir les maintenir. Et si la société qui les a créés, qui a permis leur diffusion, leur insertion dans les produits et services de sécurité est défaillante, il faut pouvoir intervenir et donc d'avoir les plans un peu comme les produits chimiques avec le portail REACH. Donc pour les entreprises, une obligation de déclaration. Deuxième obligation, une obligation de certification, de contrôle, comme pour les avions ou pour les bateaux. On va d'un monde de conformité vers un monde de certification de la conformité. Vous l'avez pour les voitures, les avions, les bateaux. On l'aura maintenant pour l'ensemble des produits et des services qui interviennent dans un domaine de sécurité utilisant des algorithmes à cette fin. Et puis, le troisième élément, c'est de permettre à chacun d'entre nous de comprendre qu'il est en face d'un algorithme avec une obligation de transparence, de compréhension, de documentation qui fait qu'on trouve le bon point d'équilibre entre les humains et les algorithmes qui vont gérer ces humains en termes de sécurité. Sécurité sur les personnes, sécurité sur la santé, mais aussi sécurité sur les valeurs de l'Union, sur la protection de leurs données personnelles. Et quel est le statut de tel algorithme de sécurité ? Par exemple, les algorithmes de gestion des alertes répondent-ils au statut juridique de l'information habituelle ? Il me semble que, pas toutes les alertes bien évidemment, mais les alertes qui sont liées à une détection d'une défaillance d'un produit de sécurité, par exemple dans le cadre d'une centrale nucléaire ou d'un camion, eh bien, il faudra bien évidemment redéfinir des règles du jeu, d'avoir des spécialistes de gestion des alarmes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'alarme, il faut aussi avoir des personnes qui vont gérer ces alarmes, certes assistées par des algorithmes, et qui vont prendre des décisions, parfois dans des environnements complexes avec des graves conséquences. Quid de la certification des algorithmes ? Il existe par exemple une nouvelle certification RFI, recherche sur Internet de fuite d'informations. Quelles règles les organismes qui souhaitent y recourir, ainsi que les prestataires de RFI eux-mêmes, doivent respecter, RGPD et code pénal notamment ? Cela ne pose-t-il pas une question éthique ? Peut-on explorer indéfiniment et impunément le dark web ?
Le dark web, c'est aussi le monde d'aujourd'hui. Certes, il est peut-être pas très éclairé, mais malheureusement, c'est un lieu de délinquance extrêmement important. Il faudrait le supprimer, mais c'est impossible. Alors aujourd'hui, il faut le surveiller, mais complètement, c'est impossible. Donc permettre à des entreprises de pouvoir rechercher des fichiers volés, de rechercher des données qui ont été détournées, c'est une des solutions. La certification, de nouveau, est un élément pour les démocraties numériques entre liberté et sécurité. Pensez-vous qu'il faille instituer un commissaire aux algorithmes dans les entreprises comme il existe en matière de comptabilité, un commissaire aux comptes, ou en matière de données personnelles, un délégué à la protection des données DPO ? Les algorithmes sont tellement importants dans la vie de tous les jours des entreprises, des hôpitaux, des usines. Il faut nécessairement que ces algorithmes soient incarnés par une personne physique responsable pénalement, comme pour les autres commissaires, comme les commissaires aux comptes. Oui, il me semble qu'il faudra désigner un responsable aux algorithmes. Le mot commissaire est peut-être un peu fort, mais pourquoi pas ? Arnaud Robic, responsable du marché du transport Siemens Smart Infrastructure. Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, les équipes sûreté de Siemens Smart Infrastructure mobilisent leur expertise reconnue d'intégrateurs pour développer des innovations technologiques spécifiques. Ces dernières reposent sur des algorithmes qui facilitent les missions des opérateurs. À la clé, meilleure exploitabilité des données, gain de temps de traitement et de prise de décision, renforcement de la sécurité perçue, amélioration des flux des usagers et régulation optimisée du trafic des métros. Plus largement, avec des solutions IoT de services de valorisation des données collectées sur l'ensemble des usages, comme notre très performante plateforme MindSphere, Siemens participe, avec les collectivités, à l'essor des territoires de confiance intelligents, safe, au bénéfice des populations. À très bientôt pour un prochain podcast Les grandes affaires du numérique.